12 pièces à conviction sur le sol d'une chambre d'hôtel. Ouais, Des dizaines de témoins qui affirment, mais vraiment catégoriquement, n'avoir vu que 2 hommes entrer. c'est ça. Et au milieu de cette espèce d'impossibilité mathématique, on a le silence assourdissant d'un établissement tout entier. En fait, la mort d'Hugo Chukunokuri, c'est pas juste une tragédie nocturne. Non, pas du tout. C'est un puzzle logistique, une accumulation de failles systémiques, et un mystère qui, 4 ans plus tard, reste complètement figé dans le temps. Et en fait, c'est précisément l'anatomie de ce mystère que nos sources nous demandent d'examiner aujourd'hui. Absolument. L'objectif de cette exploration en profondeur, qui se base notamment sur l'excellente analyse documentaire de la chaîne YouTube True Crime Daniel, c'est vraiment de comprendre la mécanique d'une nuit où absolument tous les filets de sécurité ont cédé. C'est exactement ça. Et le but, c'est pas de sombrer dans le sensationnalisme, tu vois. C'est d'aborder les événements du 3 mai 2022 avec une extrême rigueur et un profond respect. Ouais, il faut honorer la mémoire de cette jeune femme de 26 ans dont l'existence a été brutalement fauchée. Et pour ça, faut décrypter les dynamiques prédatrices qui ont conduit à cette impasse. Voilà. Ok, décortiquons tout ça. Pour comprendre comment l'horreur s'installe, faut d'abord regarder le point de départ. Mhm. Et le contraste est vraiment saisissant. Tout commence à Abakaliki, c'est une ville du sud-est du Nigeria. Oui. Et on est dans l'ambiance super électrique d'un club, juste à quelques pas du Hopin Hotel. L'atmosphère, selon les témoins, c'est celle d'une soirée ordinaire, quoi. Il y a de la musique, des rires. C'est ça, l'insouciance d'un groupe d'amis. Et Hugo Chukunuri, que des milliers de personnes connaissent sur TikTok sous le pseudo de Mirabelle, elle l'a. Elle est décrite comme rayonnante. Et tu sais, l'environnement ici, il est crucial. Comment ça ? Un club, avec sa musique assourdissante, les lumières stroboscopiques, la foule danse, ça crée une surcharge sensorielle. D'accord. C'est un espace qui génère une sorte d'illusion de sécurité par le nombre, en fait. Mais paradoxalement, c'est un terrain de chasse optimal. Elle est faite de foule. Exactement. Et les sources détaillent l'arrivée de 2 hommes. Ce qui est fascinant, de manière clinique, je veux dire, c'est leur méthode opératoire. Il n'y a aucune approche frontale ou brutale. Ils observent ? Ils commencent par graviter autour du cercle social d'Hugo. C'est vraiment une phase d'évaluation, une collecte d'informations en temps réel sur la dynamique du groupe. Tu sais, ça me fait immédiatement penser à une stratégie de cyberattaque. C'est genre du phishing dans la vraie vie. Ah, c'est une super analogie. Ouais, les pirates n'attaquent pas au hasard. Ils envoient des requêtes, ils testent les pare-feux, ils cherchent la faille, le port ouvert. C'est tout à fait ça. Et la première requête de ces 2 hommes, c'est une attaque directe sur l'ami d'Hugo. Ils l'approchent avec une proposition financière exorbitante. 100 000 naira pour passer la nuit avec eux. Et cette somme, elle n'est pas choisie au hasard, tu vois. Non, non. Non, c'est un leurre massif. C'est conçu pour saturer le jugement critique et provoquer une décision impulsive. Mais l'ami en question a un bon pare-feu, du coup. Exactement. Son pare-feu psychologique est intact. Son intuition prend le dessus sur l'attrait financier. Elle décrit un malaise profond, une anomalie viscérale en présence de ces hommes. Elle le sent pas ? Elle refuse l'offre sans la moindre hésitation. Et la réaction des 2 individus face à ce rejet, c'est le premier indicateur vraiment clinique de leur nature. Ils insistent pas. Ils négocient pas. Ils essayent pas de la persuader. Ils disparaissent instantanément pour chercher une autre cible. C'est effrayant de pragmatisme, en fait. Totalement. Si le script échoue sur un ordi, on passe à l'IP suivante, quoi. Ils comprennent que cet ami est en état d'alerte maximale. Insister, ce serait déclencher une scène, attirer l'attention de la sécurité. Voilà, compromettre leur couverture. Donc ils scannent le reste de la pièce et ils repèrent Hugo. Et là, il y a une variable spatiale hyper importante. Elle est physiquement séparée de son groupe. C'est ça, isolé à l'autre bout du club. Et l'isolement physique, c'est vraiment le catalyseur de la vulnérabilité. Lorsqu'ils approchent Hugo, l'offre change radicalement. Ouais, ça c'est dingue. Ils lui proposent 50 000 naïras. C'est exactement la moitié de la somme initiale. C'est fou. Pourquoi ? Si on relie ça à la dynamique de pouvoir, c'est une démonstration glaçante d'adaptation. Il capte qu'une cible isolée nécessite moins d'investissement pour être convaincu. Moins d'efforts. L'absence de son cercle social pour valider ou invalider la décision la rend beaucoup plus réceptive à une transaction directe. Mais enfin, pardon, je t'interromps, mais comment elle peut accepter si facilement alors que son ami avait tout de suite ressenti le danger ? Qu'est-ce que ça nous dit sur la perception du risque ? En psychologie, c'est ce qu'on appelle le biais de normalité. Ok. Hugo, elle n'a pas accès aux infos de son amie. Elle ignore complètement l'offre précédente. Elle est plongée dans une ambiance de fête, tu vois.
Ouais, elle s'amuse. Donc son cerveau interprète cette approche à travers le prisme de la soirée. Pour elle, c'est une opportunité financière rapide, une transaction banale dans l'économie du monde de la nuit. Tout semble normal. Le cerveau humain essaye toujours de rationaliser une situation nouvelle avec le contexte ambiant. Dans un club où tout le monde fait la fête, une proposition lucrative s'est perçue comme un coup de chance. Pas comme un piège mortel. Exactement. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, mais aussi hyper frustrant quand on étudie le dossier. Pendant qu'Hugo rationalise cette offre, ses amis, eux, ils sont en panique totale. Ils ont la vue d'ensemble qu'elle n'a pas. Absolument. Les sources font la liste d'une vraie cascade de signaux d'alerte que le groupe essaie de lui communiquer. D'abord, il y a une discordance dans le comportement général de ces types. Une attitude bizarre. Ouais. Ensuite, il y a la question de leurs accents. Ça semblait étrange ou forcé, genre comme s'ils tentaient de dissimuler d'où ils venaient vraiment. C'est louche. Mais le détail qui m'a complètement figé pendant mes recherches, c'est leur véhicule. Ah oui, la voiture. Ils conduisent une voiture avec une plaque d'immatriculation personnalisée qui ne comporte absolument aucun numéro. Et ça, l'absence de numérotation légale sur une plaque, c'est un acte de dissimulation ultra agressif. C'est pas une simple infraction au code de la route, hein. C'est clair. C'est l'effacement prémédité de son identité vis-à-vis des institutions. C'est littéralement une déclaration d'impunité. Mais attends, j'arrive pas à passer à autre chose sur ce point. Comment c'est matériellement possible ? De rouler sans plaque. Traverser une ville la nuit, se garer devant un club bondé, avec une voiture qui hurle « Je suis intraçable », et tout ça sans être arrêté par une patrouille ou sans que la sécu du club dise rien. C'est vrai que c'est effarant. Ça demande un niveau de confiance en son invisibilité qui dépasse l'entendement. C'est la preuve qu'ils ont cartographié les failles du système bien avant d'arriver, non ? Oui, ça souligne une défaillance systémique majeure dans l'espace public. Ces prédateurs opèrent avec la certitude que la surveillance, elle est inexistante. Ou facile à contourner. Exactement. Ils exploitent des failles géographiques et temporelles. La nuit, ça dilue les règles. Et l'ami d'Hugo a perçu cette anomalie globale. Mais quand le groupe essaie de retenir Hugo, en lui parlant de tous ces drapeaux rouges, la séparation se fait quand même. C'est le point de bascule. Hugo décide de rester pour, je cite, « travailler ». Et elle dit à ses amis de rentrer sans elle. Et là, le séquençage s'accélère vers l'inévitable. Au petit matin, des témoins aperçoivent Hugo se diriger vers le Hopin Hotel. Elle est encadrée par les deux hommes. Le trajet entre le club et l'hôtel est décrit comme super banal. En tant que structure, ça représente un espace de transition toléré. C'est-à-dire ? Dans l'écosystème de la nuit, voir 3 personnes entrer dans un hôtel à l'aube, ça déclenche aucune alarme chez le personnel ou les passants. Le cadre institutionnel normalise le truc. Jusqu'à ce que la porte de la chambre se referme. Voilà. Et ce qui se passe à l'intérieur est d'une horreur absolue. La découverte par la police le lendemain matin, elle laisse aucune place au doute. Malheureusement. Hugo Choukounori est retrouvé sans vie. Les faits dans le dossier sont bouleversants. Ses poignets et ses chevilles sont fermement liés avec des cordes. Elle a subi de sévères agressions physiques avant d'être étranglée. Et l'utilisation de cordes, ça confirme de manière indiscutable la nature préméditée de l'acte. Ah oui, clairement. On se promène pas avec du matériel de ligature pendant une soirée festive. L'intention de contraindre, d'immobiliser et de dominer, elle était planifiée avant même de choisir la victime. C'est glaçant. Mais c'est ici, sur la scène de crime, que l'enquête se heurte à une anomalie matérielle tellement colossale qu'elle défie la logique. L'incohérence mathématique. En plus des preuves de violence physique, la police trouve très exactement 12 préservatifs usagés éparpillés sur le sol de cette chambre. 12. C'est incompréhensible. Face à ce chiffre, l'analyse criminologique rentre en collision frontale avec les témoignages. Parce que tous les témoins oculaires, les amis au club, les gens dans la rue, le personnel de l'hôtel, tout le monde certifie de manière unanime qu'il n'y avait que 2 hommes avec Hugo. Et cette contradiction, elle force à explorer 2 hypothèses radicalement différentes. Et franchement, les 2 sont terrifiantes. On peut explorer la première. Allons-y. Si on suit la logique du nombre d'éléments matériels, donc les 12, ça suggérerait l'implication d'un groupe beaucoup plus large. D'autres individus auraient participé à cette nuit cauchemardesque. Ouais. Mais d'un point de vue logistique, comment on fait entrer et sortir une demi-douzaine ou une dizaine de gars d'un hôtel sans déclencher d'alerte ? Ça, c'est toute la question de la porosité architecturale de ces établissements régionaux. Pour que ce scénario tienne la route, ça demande une connaissance hyper pointue de la topographie de l'hôtel. Du repérage. Voilà l'utilisation d'accès de service, d'escaliers de secours non sécurisés, ou même potentiellement la complicité, même passive, d'employés de nuit qu'on a payés pour détourner le regard. Les prédateurs s'infiltrent par les angles morts. J'ai beaucoup de mal avec l'idée d'une infiltration massive complètement invisible. Ça demande une chorégraphie presque militaire, tu vois. C'est complexe, oui.
Ce qui nous amène à la seconde hypothèse, et c'est peut-être la plus dure à concevoir. Celle où les témoignages sont parfaitement exacts. Il n'y a jamais eu que 2 hommes. Dans ce scénario, les 2 hommes identifiés sont les seuls auteurs, ce qui implique qu'ils ont soumis leurs victimes à un calvaire d'une durée et d'une intensité qui témoignent d'une cruauté ininterrompue. C'est monstrueux. C'est un huis clos où le niveau de déshumanisation atteint des sommets. Et c'est là que l'impasse juridique et institutionnelle, elle devient juste intolérable. Ouais. 4 années entières se sont écoulées depuis ce matin de mai 2022. Et le bilan de la justice, c'est un grand vide. Aucune arrestation. Le mur d'investigation. Le mur auquel la police se heurte est pavé de négligence. Ils cherchent des images pour identifier ces 2 hommes, pour potentiellement repérer des complices, mais le Hopin Hotel ne disposait d'aucun système de vidéosurveillance, 0 caméra. Et l'absence de vidéosurveillance dans un lieu public, qui fonctionne de nuit en plus, c'est une abdication totale de la responsabilité sécuritaire. C'est clair. Sans image interne, la police est aveugle. Et si on combine cette cécité architecturale avec le véhicule sans plaque, le piège de l'anonymat se referme parfaitement. Pas de plaque, pas de propriétaire dans les registres, pas d'image, pas de portrait robot. Et pas de traçabilité bancaire si tout s'est fait en espèces. C'est un effacement total. Comment un procureur peut monter un dossier sans un seul lien matériel vers une vraie identité? C'est juste impossible. Ça met en évidence une vérité très inconfortable. C'est l'incapacité de l'infrastructure sociétale à sécuriser ses marges. C'est-à-dire les marges. Le monde de la nuit, qui est souvent mal régulé, ça agit comme une zone d'ombre. L'impunité est offerte sur un plateau à ceux qui savent exploiter cette absence de traçabilité. C'est sûr. Les agresseurs de cette nuit-là, c'était pas des génies du crime. Ils ont simplement navigué dans un océan de laxisme institutionnel. Et cette invisibilité des agresseurs, elle contraste tellement violemment avec la personne qu'était Hugo. Faut se pencher sur la résonance incroyable de cette affaire en ligne. L'héritage d'Hugo. Hugo, c'était une rebelle. Elle avait une communauté super active sur TikTok. Elle partageait des danses, des tendances, des moments de joie au quotidien. Des centaines de milliers de vues, quoi. Et ce contraste, c'est le moteur de la mobilisation aujourd'hui. Il y a une dimension très intime dans les réseaux sociaux. Ouais, les gens ont l'impression de la connaître. Exactement, c'est la relation parasociale. Quand cette lumière numérique est éteinte de la façon la plus sombre et archaïque possible, le choc psychologique pour la communauté est immense. C'est pour ça que son histoire refuse de s'éteindre. Des chaînes YouTube comme True Crime Daniel et plein d'autres créateurs continuent de disséquer l'affaire. C'est essentiel. C'est pas de la curiosité morbide, c'est une vraie protestation numérique. Le message, c'est genre, on laissera pas l'absence de preuves physiques effacer ce qui s'est passé. On refuse de voir ce dossier rangé sur une étagère. Et la pression médiatique continue. C'est souvent la seule force capable de débloquer des cold cases. Des affaires froides. Voilà, maintenir cette narration force les institutions à pas fermer le dossier. Et ça permet une sensibilisation cruciale. L'histoire d'Hugo détruit cette illusion moderne que la visibilité en ligne offre un bouclier dans la vraie vie. C'est une leçon d'une dureté absolue sur l'évaluation du danger pour ceux qui nous écoutent. La foule d'un club, c'est pas un gilet pare-balles. Non. Et l'intuition de cet ami, ce rejet viscéral direct à la première offre, ça prouve que notre cerveau capte les micro-expressions du mal bien avant que notre esprit logique puisse formuler une phrase. L'instinct de survie se nourrit de ça. La voiture sans plaque, le ton de la voix, l'absence d'empathie dans le regard. Écoutez cette dissonance cognitive interne, c'est souvent notre seul mécanisme de défense face à des prédateurs qui ont déjà désactivé toutes les autres alarmes de la société. Alors qu'on termine cette analyse, nos pensées vont évidemment à la famille d'Hugo Tchoukounori, à ses amis, et à la mémoire de Mirabel. 4 ans de silence institutionnel, c'est une éternité de douleur. C'est vrai. Et en parlant de silence, il y a une réflexion finale qui émerge de nos sources et qui concerne le lieu de la tragédie. Lequel ? Il faut qu'on revienne sur le silence au sein même du Hopin Hotel. Le fait que absolument personne n'ait rien entendu. Exactement. C'est pas juste un détail de l'enquête, c'est le symptôme d'une pathologie moderne. Comment ça ? Les hôtels, ce sont des triomphes de la proximité architecturale. Des dizaines de personnes respirent le même air, dorment à quelques centimètres les unes des autres, séparées par de simples cloisons. Ouais, on est tous empilés. Et pourtant, au cœur de cet espace conçu pour l'hospitalité, une violence impliquant la contrainte, la terreur, et potentiellement plusieurs individus a pu se déployer sans déclencher aucune intervention. Personne n'a frappé à la porte. Personne n'a appelé la réception. Non. C'est ce qu'on pourrait appeler l'architecture de l'isolement. Comment notre société moderne a pu construire des lieux
où la promiscuité physique est totale, mais où la cécité morale et auditive est absolue. Ça soulève une question vraiment vertigineuse et qui dépasse cette affaire. Nos murs modernes sont-ils construits pour protéger notre intimité ou nous rendent-ils structurellement sourds à la souffrance qui se déroule juste de l'autre côté de la cloison ?